Bonjour les premières G. Écoutez, on va aujourd'hui, enfin pour cette semaine, les enjeux de la semaine, c'est de terminer le chapitre. Bon, je pense que ça devrait pas trop poser de problème. On va dérouler un peu la deuxième et puis surtout la troisième partie parce qu'on va parler. Donc, on a vu dans la première partie les flux. Et puis l'objectif de ce chapitre, c'est de voir cette augmentation de flux et puis les lieux où s'agglutinaient un petit peu tous ces flux, donc ces points de passage qui allaient recevoir et dispatcher ces flux, à savoir donc les façades maritimes et puis les métropoles. Alors les métropoles, on a déjà fait plusieurs chapitres dessus, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. C'est parti pour cette deuxième partie qu'on a commencé à évoquer en fin de chapitre, en ce qui concerne notamment le transport maritime. Avant de voir les façades qui réceptionnent les bateaux, quelques mots sur le transport maritime. Et ça, je pense qu'on l'avait vu, donc je vais assez vite. Ce transport maritime qui se développe, qui explose, je serais tenté de dire, depuis quelques années, tout simplement parce que c'est le moyen de transport le moins cher. Donc c'est pas non plus forcément le plus rapide, mais on va voir qu'on gagne du temps quand même, petit à petit. Ce transport est de plus en plus efficace et c'est le moins coûteux. Alors, je vous donnerai, j'ai déjà commencé en cours à vous donner quelques éléments de réponse sur la faiblesse du coût, parce qu'on va voir qu'on n'hésite pas à contourner un petit peu une série de règles pour pouvoir faire des économies qui peuvent être lourdes de conséquences parfois. Mais voilà, c'est un moyen de transport qui va correctement vite et qui en tout cas ne coûte pas cher du tout quand on voit, quand on ramène finalement au volume au poids que des marchandises qui sont transportées au quotidien à travers le monde. Donc vous avez à peu près entre 90 000 et 100 000 navires qui circulent dans le monde, qui réalisent à peu près 80% des échanges mondiaux. Non, c'était après, je le mettrai après. En volume et 70% en valeur, ce qui montre bien donc l'importance de ce moyen de transport, qui montre bien que voilà, la grande majorité des produits sont transportés par bateau. Et depuis ces 30 dernières années, on voit que le trafic mondial et à la fois aussi le volume de la flotte, donc de, de la contenance des bateaux, ce qui ne veut pas dire forcément le nombre de bateaux. Ce n'est pas forcément le nombre de bateaux qui a triplé, mais on va voir que ces bateaux sont de plus en plus énormes. Donc c'est son volume qui a triplé. Donc en 30 ans, un trafic qui a triplé, un volume de la flotte qui a triplé, montre bien que voilà, on est dans quelque chose de stratégique, ce transport maritime. Sachant, comme je viens de vous le dire et que je vous l'avais déjà dit en cours, la taille des navires ne cesse d'augmenter avec une très nette croissance de ce type de bateau, à gauche tout au moins, le transport de conteneurs. Donc on a déjà parlé de l'intermodalisme. Je vous rappelle, c'est le fait que dans ces caisses qui sont normées, je vous dis quel que soit l'endroit où on construit des conteneurs, ils ont la même taille, donc ils s'emboîtent. Donc on répond à un cahier des charges très précis, ce qui fait que quel que soit l'endroit où on a fabriqué ces conteneurs, voilà, ils s'adaptent et ils s'emboîtent. Et donc on met ce qu'on veut dans les boîtes, quasiment. Et ensuite, quand vous arrivez au port, vous avez les grues qui chargent et qui déchargent ces caisses, qui les mettent directement sur un train, directement sur un camion. Ça limite la perte de temps, ce qu'on appelle techniquement parlant la rupture de charge. Et cette méthode de transport s'appelle l'intermodalisme, c'est-à-dire que vous avez un seul contenant qui s'adapte à différents moyens de transport. Donc voilà, c'est pratique et ça permet d'aller plus vite que de décharger à la grue, par exemple, si on met, j'en sais rien, moi, des céréales dedans. Alors, bon, il y a quand même des bateaux qui sont un peu spécialisés dans les céréales, mais en tout cas, si voilà, vous mettez plein de cartons dedans, plutôt que de l'utiliser quand une fois que le bateau est au port
une grue qui va décharger carton par carton, ou bien un nombre pas possible de personnes qui vont monter et descendre dans le bateau en portant sur leur dos des cartons. Là, voilà, quand on a stocké plusieurs centaines de cartons dans un conteneur, la grue qui emmène le conteneur, on gagne énormément de temps. Donc, dans cette course au gigantisme, hein, vous voyez aussi, là, on a des bateaux qui là, transportent du gaz. Vous avez aussi les supertankers pour le pétrole. Mais on est voilà, sur des bateaux qui sont de plus en plus grands, ce qui va nécessiter, on en a parlé aussi, mais je vous remontrerai des photos, des aménagements de ports de plus en plus majeurs pour pouvoir accueillir ce type de bateaux. Il y a les ports qui pourront les accueillir, ceux qui pourront pas vont se retrouver un petit peu donc marginalisés. Donc, quelques pictogrammes ici que j'ai trouvé après, mais vous ne l'avez pas sur votre poly, mais bon, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est du visuel. Le transport maritime hein, qui montre bien voilà, 80% donc en volume, 70% en valeur. Et puis vous avez les différents types de bateaux ici hein, qui transportent les différentes marchandises. Donc dans le hit parade des bateaux qu'on voit le plus hein, dans la mer, c'est les tankers, hein, les pétroliers, qui transportent, donc qui sont très très longs et qui transportent donc de grandes réserves de pétrole dans leur cale, des variantes des produits pétroliers, hein, des produits qui sont faits à partir de produits pétroliers, des gaziers qui transportent le gaz forcément, des vraquiers qui transportent les différents types de minerais ou des grains ou du charbon. Et puis donc les porte-conteneurs hein, qui voilà, sont ceux qui se développent le plus. Alors je vous avais parlé, je reviens très brièvement dessus, hein, sur les pavillons de complaisance. Hein. Bon, là ça dit tout. Hein. Chaque navire de commerce doit être immatriculé, ce qui lui procure donc une nationalité. Vous êtes obligé hein, de vous faire recenser. Hein. Donc chaque bateau a une identité, ce qui fait que ça permet aussi qu'il soit suivi par satellite. Hein. On sait très bien où chaque bateau se trouve sur la planète. L'armateur, c'est-à-dire le propriétaire du navire, hein, peut choisir de l'immatriculer soit dans son pays d'origine, hein, si admettons que c'est un bateau est fabriqué en France, il peut être immatriculé en France, mais il a le choix aussi de le faire immatriculer dans un autre pays qui aurait éventuellement, en matière tout au moins fiscale ou sociale ou environnementale ou réglementaire, qui serait, on va dire, un petit peu plus souple, un petit peu moins regardant. Ce qui fait que c'est économiquement avantageux hein, pour ces armateurs qui ont des dizaines et des dizaines de bateaux généralement, donc ça fait des économies substantielles. Et donc, quand ils font appel à d'autres pays pour les immatriculer, des pays pas très regardants, on appelle ça donc des pavillons de complaisance. Ce qui fait que, vous voyez, les plus grands propriétaires de bateaux au monde ne sont pas spécialement les grandes puissances telles qu'on les connaît, hein, style États-Unis, Chine, j'en sais rien moi, même France, Singapour, Hong Kong, ou la Corée. Vous avez, vous voyez, Panama, le Liberia, les îles Marshall, Malte, Bahamas, Chypre, et puis toute une série d'îles ici des Caraïbes ou du Pacifique qui jouent là-dessus en disant voilà, nous on sera peut-être un peu moins regardant sur les contrôles, on sera moins cher sur l'immatriculation, donc venez chez nous, et ça leur fait donc du coup des rentrées d'argent, chacun y est gagnant. Le problème c'est que bah, voilà, à force d'attirer les armateurs en disant bah voilà, on sera un peu moins strict sur les contrôles, on a ce qu'on appelle petit à petit des bateaux poubelles hein, qui circulent dans le monde et qui bah, des fois ont des avaries, hein, ce qui fait qu'ils viennent s'écraser sur des récifs ou lors d'une tempête, et ben voilà, ils se cassent, hein, ce qui génère des marées noires, des catastrophes diverses qui ont des conséquences écologiques assez importantes. Donc voilà, hein, je vous en avais parlé aussi de ça. Vous avez des pays qui se spécialisent aussi dans la construction de bateaux, donc c'est plutôt des pays asiatiques généralement, et puis des pays qui se spécialisent dans l'immatriculation des bateaux, à savoir les pavillons de complaisance. Alors, dans les grandes compagnies hein, qui transportent, qui fabriquent des caisses ou qui même, voire même qui les transportent, hein, vous avez ici voilà, à peu près les quatre plus grandes. Donc
Alors, vous voyez, c'est un peu le même principe, ils se ressemblent tous, hein, mais voilà, donc CGA, CGM, ça c'est français, Costco, ça c'est chinois, Maersk, ça doit être danois, si je me souviens bien, et MSC, c'est italo-suisse. Oui, la Suisse, une grande puissance maritime, j'en sais rien, mais en tout cas, ils financent, ils font partie du business maritime. Voilà, alors, ça fait peut-être sourire la Suisse, puissance maritime, mais il faut savoir, il y a quelques années, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre transport maritime, mais vous avez une compétition qui a lieu, pas tous les ans, d'ailleurs, c'est assez, un peu comme les Jeux Olympiques, mais ça doit même encore être plus espacé. On appelle la Coupe de l'América, c'est-à-dire c'est des régates de bateaux à voile, très très sélectes, hein, où chaque pays, enfin les pays qui participent ont un bateau qui représente leur pays. Vous avez bateau américain, bateau néo-zélandais, bateau australien, bateau français, bateau anglais, et ils se tirent des bourres sur des courses à périmètre assez réduit, il faut franchir des bouées, etc. Et bah, je crois que les dernières courses qui ont été faites bah, ont été gagnées notamment par les Italiens. Alors quand les Italiens s'étaient inscrits, ça avait fait un peu rire, pas les Italiens, les Suisses, ça avait fait rire un peu tout le monde en disant qu'est-ce que les Suisses ils viennent s'inscrire dans une course de bateau alors qu'eux ils n'ont même pas la mer. Ben voilà, ils ont fabriqué un bateau super performant, ils ont acheté des marins de très bonne qualité qui n'étaient pas forcément suisses, mais voilà, ils les ont payés, ils ont géré le bateau et ils ont gagné la course, ce qui a vexé un peu les grandes puissances maritimes. Voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, italo-suisse, français, chinois et danois. À part ça, vous voyez, tout se ressemble, hein, des gigantesques barques hein, en fait, hein, avec, donc on empile tout ce qu'on peut empiler, avec ici juste une passerelle hein, qui dépasse un peu pour pouvoir piloter le bateau. Pour ceux qui sont passionnés de bateaux d'ailleurs, hein, voilà, si vous avez votre anniversaire bientôt, voilà ce que vous pouvez demander à vos parents. On a même des Lego hein, qui se sont spécialisés aussi dans le transport maritime et vous pouvez construire votre petit porte-conteneur avec des conteneurs. Donc voilà, hein, si ça peut, je vous donne aussi des idées cadeaux pour ceux qui voilà, sont passionnés par la mer. Donc voilà, hein, l'organisation du transport maritime dominée par des grandes compagnies, hein, je viens de vous les montrer, hein. Et puis donc voilà, elle sillonne les océans sur des grandes routes qui sont plus ou moins balisées et vont desservir plus ou moins les mêmes grands ports hein, qui sont capables de les accueillir. Alors, ce qui nous amène aux façades maritimes, hein, parce qu'une fois qu'ils traversent la mer, il faut qu'ils arrivent dans les ports, et donc se créent dans le monde gigantesques façades maritimes qui vont donc accueillir ces bateaux. Alors, la mondialisation s'accompagne d'un vaste processus de littoralisation, donc ça veut dire concentration des hommes et des activités sur les littoraux. C'est un terme important qu'il faut savoir, un terme technique à la mode, littoralisation. C'est voilà, concentration des hommes et des activités sur les littoraux. Et les littoraux deviennent donc des interfaces, hein, c'est-à-dire des espèces d'espaces, hein, de lignes en quelque sorte, qui mettent en contact des espaces vraiment de nature différente, par le biais donc de flux qui connectent leur arrière-pays, souvenez-vous les germanistes, Interland, hein, à la fois donc la terre, la mer, hein, et donc contribuent aux échanges mondiaux. Ils sont souvent le lieu privilégié de la croissance démographique, urbaine et économique, comme en Chine, en Inde, au Brésil. C'est là où généralement, actuellement, les dynamiques économiques se passent. Les métropoles, on verra après, et les littoraux. Voilà les deux grands espaces qui, qui ont le vent en poupe, hein, puisqu'on est dans le domaine maritime, qui ont le vent en poupe dans la mondialisation. Alors on a quelques grandes façades maritimes, c'est-à-dire une façade maritime, si vous voulez la définition, c'est donc un ensemble composé d'un espace maritime et d'un espace terrestre, donc une interface, hein, de part et d'autre d'un littoral où se développent des activités en rapport avec la mer, pêche, commerce, tourisme, comme on avait vu, souvenez-vous, sur la photo d'introduction. Et ces façades maritimes jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale. Alors, on en a plusieurs qui sont... hop, hop, je suis où?
suis perdu, voilà ici, qui joue un rôle majeur dans l'économie mondiale, hein. Donc on a la façade pacifique du Japon, le littoral chinois, la Northern Range donc en Europe, je vais vous montrer après, et le nord-est des États-Unis, voire même aussi la côte californienne. C'est là où on retrouve à la fois les grandes métropoles, les grands centres industriels et donc les grands ports mondiaux. Sachant que, je vous avais dit, hein, je crois, les 20 plus grands ports mondiaux polarisent, donc ils aimantent, hein, ils attirent à peu près plus de la moitié du trafic mondial. Donc les autres ports se partagent l'autre moitié. Alors voilà quelques illustrations, hein, de ces principales façades maritimes. Vous avez bien sûr donc, le nord-est des États-Unis qui a tout, hein, finalement. Les villes mondiales, hein, Washington, la capitale du territoire, voilà, la capitale politique. Vous avez le cœur économique avec New York. Vous avez un grand centre de haute technologie à Boston, les anciens centres industriels, mais qui sont en cours de reconversion et qui se redynamisent, Philadelphie et Baltimore. Vous avez les sièges de grandes organisations internationales, l'ONU, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Vous avez une énorme concentration de population, donc sur à peu près, vous avez la bourse de Wall Street, donc la plus grande bourse mondiale, plusieurs aéroports internationaux. Donc voilà, les grandes densités de population. On a là sur à peu près 600-700 km, hein, une ville non-stop, hein. On ne voit pas de différence quand on quitte une ville et qu'on rentre dans une autre, et qui est vraiment un des cœurs, si ce n'est pas le cœur de la mondialisation. Donc là, on accumule à peu près tous les atouts. Vous en avez une autre ici, là, cette mégalopole de la façade pacifique, ici c'est le Pacifique, hein, du Japon, euh, voilà, un Japon qui est tourné vers l'extérieur puisque l'intérieur des terres est constitué uniquement de montagnes, hein. Donc c'est vraiment sur les plaines littorales que le Japon se développe, avec un gigantesque cœur ici qui est donc autour de la capitale Tokyo. Tokyo, l'agglomération de Tokyo, c'est 35 millions d'habitants à peu près, hein. Donc c'est la moitié de la population française dans une agglomération urbaine, avec donc une mégalopole qui s'étend, hein, qui monte vers le nord et qui, vous voyez, a sa particularité, c'est qu'elle est très étroite, hein. En fait, il y a des moments, elle ne fait que quelques dizaines de mètres de largeur, parce qu'après il y a la montagne, et qui s'étale sur plusieurs îles avec tout un réseau de ponts et de terre-pleins artificiels, hein, dont on a déjà parlé, et qui fait que voilà, ça s'étend sur plus de 1000 km du nord au sud, et on va dire même de l'ouest à l'est, donc plus de 1000 km de bandes urbaines où on trouve une succession de ports de dimension mondiale. Et puis vous avez voilà, la façade européenne. Alors bon, vous voyez, on avait parlé de la mégalopole, on revoit dans un chapitre précédent, on voit bien si on compare, si on parle du principe qu'une mégalopole, c'est un ensemble continu d'aires urbaines qui s'étalent sur plusieurs centaines de kilomètres. Là, on a le concept optimal, hein. Ici, c'est déjà moins évident parce que bah, faut traverser la Manche, donc c'est pas très urbain. Il faut traverser des montagnes, ça ne l'est pas non plus. Il faut traverser la Suisse, qui fait pas partie de l'Union européenne. Si on ne sait pas si on met Paris, si on met pas Paris, si on y inclut Paris, on y inclut la Picardie et les Ardennes. Et là, je ne sais pas si on peut considérer la Picardie comme un lieu une aire urbaine continue sans aucune, voilà, sans qu'on puisse voir à un seul moment donné qu'on traverse un champ, hein, comme c'est le cas ici. Donc voilà, c'est un peu plus douteux. Mais la Northern Range, ici, on l'a là, hein, cette façade de port qu'on trouve dans l'Europe du Nord-Ouest. Et ici, la Manche, là, c'est un des principaux lieux de passage, hein, des bateaux dans le monde entier. C'est un des endroits où il y a la plus forte densité. Si vous voulez faire de la plaisance, hein, du bateau de plaisance, du bateau à voile, et que vous voulez traverser la Manche pour aller en Angleterre en bateau à voile,
vous avez bien intérêt à regarder à droite à gauche ce qui se passe, parce que c'est quasiment un flux continu, non-stop. Il y a une espèce qu'on appelle le rail, un rail, hein. Donc c'est un peu comme une autoroute, hein, c'est balisé, il y a un sens pour monter, un sens pour descendre. Il y a des espèces de tours de contrôle qu'il y a à certains endroits, hein, sur les côtes qui voilà, annoncent, qui donnent les feux verts, hein, aux bateaux, disant voilà, vous pouvez passer, parce que voilà, ça se bouscule un petit peu. Avec donc, bien sûr des ports comme Londres, Rotterdam, Amsterdam, Hambourg, qui sont vraiment Le Havre, hein, des ports majeurs, particulièrement Rotterdam, qui, je vous avais dit, a un hinterland qui voilà, s'étend sur toute l'Europe. Donc, l'Asie orientale avec la Chine, hein, c'est aussi peut-être l'espace qui se dynamise le plus, hein, puisque c'est l'atelier du monde, hein. Ça devient aussi un des lieux centraux du commerce maritime mondial, hein, avec les pays du Sud, hein, qui prennent petit à petit leur part, hein, puisque encore une fois, ces pays du Sud, hein, je vous l'ai déjà expliqué dans le cadre de la division internationale du travail, fournissent des matières premières et contribuent donc à la fabrication des produits manufacturés dans le monde. Et donc, à ce titre, voilà, donc il y a des ports importants, hein, qui commencent à se développer aussi dans des pays en voie de développement. Et donc, ça nécessite, comme je vous l'avais dit, des ports de plus en plus performants. Alors, d'un côté, il y a les bateaux qui sont de plus en plus grands, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. D'un autre côté, il y a de plus en plus de ports, et donc il y a une espèce de concurrence, hein, entre les ports pour savoir qui va accueillir quel bateau. Et donc les ports font les yeux doux, hein, aux grandes compagnies maritimes en disant venez chez nous, on va vous assurer le maximum de services, une facilité d'accès au port, une surveillance sur vos marchandises quand elles sont déchargées et qu'elles sont stockées sur le port. Enfin voilà, on essaye de faire en sorte que y ait un maximum de services possibles et une grande facilité d'accès pour les bateaux qui, encore une fois, je vous l'ai dit, vont pas très vite, mais ont quand même comme objectif de gagner un maximum de temps, tout au moins d'en perdre un minimum. Et donc, tous ces aménagements pour accueillir des bateaux de plus en plus grands coûtent énormément d'argent et tous les ports ne peuvent pas se le permettre. Alors, je vous donne quelques exemples. Hein, vous voyez, vous avez ici, vous voyez, on en a parlé, hein, des terre-pleins asiatiques, hein. Vous avez ici un littoral japonais où vous voyez tout ça, hein, c'est ce qu'on appelle, souvenez-vous, les umetateshi, hein. Donc c'est les polders améliorés. On fait des digues, hein. Alors, vous voyez, c'est très géométrique. Ceux qui ont fait le voyage avec moi, les rares premières G3 qui ont fait le voyage avec moi pendant les vacances ont pu voir ça d'avion, hein. Donc ces côtes très géométriques au Japon. Alors on crée des digues, hein, et puis ensuite on aspire l'eau à l'intérieur. On remblaye avec des déchets, hein, bien sûr on isole par des moyens techniques très précis. Et puis ensuite donc on installe des activités. Alors vous pourrez constater que vous voyez, c'est très vaste, hein, parce qu'on y trouve même donc, vous voyez, des terrains de golf, des usines diverses et variées. Et puis donc, vous voyez, on devine ici, hein, un port, puisqu'on devine les grues là, hein, qui chargent et qui déchargent. Donc pour les bateaux, c'est assez simple, hein. Ils s'engouffrent ici. Alors il y a des digues ici pour protéger éventuellement des vagues, hein. Le bateau arrive, il peut donc assez facilement s'installer, hop, une fois que c'est déchargé, hop, il repart. C'est assez pratique. Alors là, c'est pas vraiment du port, c'est de l'aéroport, mais c'est le même principe, hein. Ça, c'est donc un aéroport à Osaka, hein. Il y a un tel trafic à Osaka qu'il n'y avait plus assez de place pour accueillir. Enfin, il n'y avait plus assez de créneaux pour accueillir des avions. Il n'y a pas assez de place pour fabriquer un nouvel aéroport dans les terres, donc on l'a fabriqué dans la mer. Donc ici, en fait, c'est une gigantesque plaque de métal, hein, qui est montée il y a des piliers en dessous qui sont montés sur vérin en fait, hein, et qui montent et qui descendent en fonction de la marée. C'est un truc technologique de fou, hein.
Donc l'aéroport, il n'est jamais à la même altitude, hein. Bon, ça se joue à quelques centimètres, hein. C'est pas fondamental pour les pilotes, mais voilà, cet aéroport, il monte et il descend en fonction des marées. Et puis là, vous avez un réseau routier ferroviaire qui permet ensuite d'acheminer les passagers sur la terre ferme. Alors, il faut savoir que cet aéroport, l'aéroport de Kansai, hein, donc à Osaka, on voit ici les terminaux, hein, bah, il est amené à disparaître, hein, parce que les piliers, enfin, c'est très très lourd, hein, et les piliers qui sont appuyés sur les fonds marins, c'est pas très très profond encore à cet endroit-là, mais c'est tellement lourd que les piliers sont en train de s'enfoncer dans la roche, dans le fond. Et donc, c'est-à-dire que petit à petit, bah, cet aéroport va se retrouver sous l'eau. Donc, à moins de le transformer en gare à sous-marin, voilà, c'est quelque chose qui va être, dans quelques années, complètement perdu. Donc, imaginez un peu les travaux gigantesques que ça a dû générer, et finalement, voilà, c'est amené à disparaître. Et puis, donc, vous avez, hein, pour accueillir ces bateaux, vous voyez, on essaie de faciliter au maximum. Alors, soit vous avez effectivement la ville qui est juste à côté, qui donc bah, amène la main-d'œuvre, hein, pour travailler, ou alors vous avez des ports, vous voyez, en pleine mer, hein, et le littoral il est là, et les bateaux qui peuvent donc, non pas à manœuvrer, hein, ils arrivent quasiment dans leur route, ils s'arrêtent, c'est déchargé sur des plateformes qui ensuite sont acheminées vers la terre ferme, et le bateau peut comme ça s'arrêter et repartir très très vite. Alors, ces espaces portuaires, hein, on vient de le voir, connaissent de profondes mutations. Et puis n'oubliez pas aussi ce côté conteneurisation, hein. On les voit ici, hein, tous ces conteneurs qui sont stockés, qui attendent d'être chargés sur un bateau ou déchargés, hein. On voit les routes ici, hein, donc les camions, on peut imaginer qu'ils arrivent ici. Paf, ils réceptionnent un conteneur sur leur remorque et puis ils s'en vont. Inversement, des camions arrivent, hop, on leur enlève leur conteneur, on le met sur le bateau. Donc c'est la conteneurisation, c'est ce qui permet l'intermodalisme, hein. Voilà, on transporte une boîte d'un moyen de transport à un autre. Donc ça demande quand même, vous voyez, pas mal d'espace de stockage, hein, pour pouvoir, voilà, enfin, quand on décharge et on charge, voilà, il faut avoir de la place pour pouvoir stocker les conteneurs. Et puis, on arrive même aussi, hein, pour faciliter aussi les choses, à créer des zones économiques spéciales, ce qu'on appelle des ZES. Alors, ça peut être un espace comme ça, hein, par exemple, c'est l'État, voilà, c'est, mettons la Chine, hein, qui décide de dire, voilà, cet espace-là, ou cet espace ici, vous voyez, des usines peuvent s'installer, hein, et bah voilà, si vous venez ici, que vous fabriquez vos produits, que voilà, vous utilisez le port pour faire venir les matériaux dont vous avez besoin, et que vous utilisez le port pour réexpédier vos produits, bah voilà, on vous défiscalise, hein, on ne vous fait pas payer de taxes pendant 10 ans par exemple. Donc venez vous installer chez nous, employez des gens qui habitent ici, et en contrepartie, vous ne paierez pas de taxes. Donc on est encore sur du gagnant-gagnant. L'entreprise, elle est contente, c'est des dépenses en moins. Le pays qui accueille, il est content parce que bah, ça fait venir des entreprises importantes. Et puis, c'est des entreprises qui embauchent de la main-d'œuvre locale. Donc, c'est une solution aussi au chômage. Donc, les ZES sont souvent des zones littorales où le pays propose aux entreprises des tarifs préférentiels, avec donc quelques contreparties du style embaucher notre population. Voilà, et puis donc, ben, je vais aller très vite, hein, sur les métropoles, puisque ça c'est du réchauffé quasiment cramé, hein, donc ça vous êtes en théorie un minimum spécialiste, hein. Donc les grandes métropoles au cœur du système productif mondial, les métropoles des pilotes du système productif mondial. Donc les grandes métropoles jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale. Les 300 premières réalisent à peu près 50% du PIB mondial, hein, avec seulement 23% des emplois et de la population. Donc voilà, c'est des lieux de forte concentration, qui donc contribuent fortement à l'augmentation de la richesse
mondiale, hein. Leur production de richesse mesurée, donc, on parle même, vous connaissez forcément le PIB, hein, produit intérieur brut, on parle même maintenant de produit PUB, produit urbain brut, et on constate d'ailleurs que dans certaines villes, eh ben, elles ont des PIB, hein, enfin des PUB là, en l'occurrence, mais des PIB, ça serait pas faux de le dire aussi, supérieurs à certains États, hein. Vous voyez, Tokyo produit plus que le Canada. Et le Canada, c'est attention, hein, c'est pas n'importe quel pays, hein, c'est un pays qui est membre du G8, hein, donc des 8 plus grands, des 8 pays les plus riches de la planète. New York produit plus que la Corée du Sud. La Corée du Sud qui est dans les 10 premières puissances mondiales. Donc voilà, hein, les villes sont vraiment des acteurs vraiment majeurs. Et la métropolisation, je vous rappelle, hein, on l'a déjà vu dans les deux, trois premiers chapitres où on a travaillé sur la ville, hein, c'est cette métropolisation, le fait que les gens se concentrent dans des grandes villes, hein, des villes qui dominent, des villes qui voilà, sont attractives. Donc on quitte même, non seulement on a quitté, hein, on a quitté à une époque les campagnes pour aller dans les villes, maintenant on quitte les petites villes pour aller dans les grandes. C'est ça la métropolisation. Et donc, ce sont des villes qui ont une capacité à polariser. Encore une fois, on a déjà utilisé ce terme tout à l'heure. Donc, c'est à attirer, un peu comme un aimant, les fonctions de commandement, les emplois qui sont rares, donc de haut niveau, hein, ou des emplois stratégiques, hein, comme les sièges sociaux des firmes transnationales, les grandes universités, les principales banques, les compagnies d'assurance, les laboratoires, etc., hein. Donc, si on trouve ça dans les villes, on est vraiment dans le cadre de métropoles et de villes qui vont jouer un rôle véritablement important. Donc voilà, c'est là où on va trouver du coup la population qui va servir de main-d'œuvre, on va trouver les infrastructures, hein, c'est là où on va trouver les hubs, hein, voyez-vous, pour pouvoir dispatcher personnes et marchandises le plus vite possible. Donc on a une hiérarchie qui s'est créée, hein, et on la trouve à peu près à toutes les échelles, à la fois mondiale, nationale, régionale, hein. Donc ces métropoles organisent de vastes aires productives, emboîtées à toutes les échelles. Ça, on le reverra plus précisément dans le dernier chapitre de notre thématique, là, sur la mondialisation, puisqu'on verra un dernier chapitre sur la France. Donc, on reverra ça un petit peu plus précisément un peu plus tard dans l'année. Donc, Londres, on en a déjà bien parlé aussi, hein, la puissance de Londres repose ainsi sur son rayonnement sur le sud-est. Je vous renvoie à un document qu'on a vu lors du premier chapitre qui parle justement de ce rayonnement de Londres qui peut être à la fois local, régional, enfin national et international. Voilà, voilà. Et puis, sachant que le Brexit va peut-être un petit peu moduler la donne, même si elle ne va pas forcément la bouleverser. Et puis, donc, ces métropoles fonctionnent aussi en réseau. Elles sont à la fois complémentaires et concurrentes, hein. Je vous rappelle que le réseau boursier, hein, il fonctionne en continu par voilà, un réseau qui s'est créé entre les principales villes qui abritent les grandes bourses. Donc voilà, on a des liens qui se développent, même s'il y a aussi des concurrences, vous avez des complémentarités qui se mettent en place. Et donc ces territoires métropolitains, ils sont en recomposition permanente parce qu'il faut s'adapter continuellement aux enjeux nouveaux de la mondialisation. Il n'y a pas de métropole digne de ce nom s'il n'y a pas notamment un quartier des affaires, comme la City à Londres, comme la Défense à Paris, comme Wall Street à New York, hein. Mais c'est aussi le développement de technopoles, hein. On reverra ça aussi avec le chapitre sur la France. Donc les métropoles doivent se doter, hein, de tout ce qui est dynamique et qui a, on va dire, une bonne image de marque, hein, qui contribue à valoriser l'image de la ville. Et donc, s'il y a de la complémentarité, il y a aussi donc de la concurrence pour essayer de faire venir les grandes entreprises, les bureaux des grandes entreprises dans les villes. C'est pareil, ça contribue à l'image de marque et ça fait venir des gens du monde entier. Et donc, ça fait aussi de l'économie dynamique.
Donc en conclusion, dans le cadre de la mondialisation, les flux de toute nature s'intensifient et les espaces productifs connaissent des recompositions spatiales majeures. Ces recompositions se traduisent par une plus grande concentration des hommes et des activités dans les métropoles et sur les littoraux. Donc, c'est pas en Picardie que ça se joue actuellement, c'est pas dans la Creuse non plus, c'est pas trop dans le Pas-de-Calais non plus d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'est plutôt les façades littorales et les grandes métropoles. Mais cette concentration croissante bouleverse les paysages, urbanisation, densification, bétonnage, notamment des littoraux, hein, donc beaucoup de, de- de mouvements écologiques hein, se plaignent hein, justement de cette mondialisation qui détériore véritablement la planète. Hein. Et ça génère donc des conflits d'usage, on y reviendra aussi un peu plus tard, hein, sur ben voilà, différentes activités qui se battent pour s'installer sur les mêmes territoires. On peut considérer que si on développe voilà, ça hein, sur le littoral, ça veut dire qu'on fait une croix sur le tourisme. Donc, parce qu'on ne se voit pas trop se baigner dans une zone comme ça. Enfin, quand je dis tourisme, tout au moins tourisme maritime. Donc voilà, il y a des choix à faire hein, et des fois ils sont contestés. Voilà, la nuit vient de tomber. Bah, c'est pas encore la nuit ici, mais on s'en rapproche. Donc je vous laisse ruminer tout ça. On essaiera donc de se fixer un petit rendez-vous en espérant qu'il marche cette fois-ci en fin de semaine pour refaire un petit peu le point dessus avant d'envisager éventuellement une petite interro, mais on en reparlera, c'est pas d'actualité pour l'instant. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite bon courage, bonne révision, bon travail, et puis je vous recontacte pour fixer un rendez-vous au sommet. Voilà, bonne soirée, à bientôt.